Collègues, la parole est à Monsieur Hutin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, Madame la Ministre, vous ne m'en voudrez pas parce qu'il y a une horloge de l'Assemblée nationale qui souffre d'une perturbation chronologique non endocrinienne. Et donc, je vais faire un petit rappel historique. 1938, des médecins, des scientifiques français, européens, cherchaient une hormone de synthèse dans un but tout à fait louable, un but de santé publique. Et il y a eu un certain nombre de candidats parmi ces hormones, dont le bisphénol, qui n'a pas été retenu parce que ses qualités n'étaient pas suffisantes. Un deuxième candidat a été retenu, c'était le distilbène. C'est dire que tout ça n'est pas complètement anodin. Il a fallu attendre 1997, 1998, monsieur le rapporteur pourra me le confirmer, qui connaît beaucoup mieux le dossier que moi, pour que les premières études réelles et valables sortent sur le bisphénol. Depuis, elles se multiplient. Et monsieur le rapporteur, vous le disiez aussi récemment, toutes les semaines, 2 ou 3 études sérieuses nous prouvent que le bisphénol est cancérogène, mutagène et reprotoxique. Personne ne peut aujourd'hui le nier. Depuis 2009, 2010, 2011, il me semble important de citer aussi le rapport de Michel Delaunay, le travail de Madame la Présidente de la Commission, qui bavarde, et puis le travail formidable de Gérard Bapt, qui, depuis plus d'un an et demi, et il a eu raison de le rappeler, se tient d'une manière constante sur ce projet de loi. Nous allons l'étendre aujourd'hui. En effet, durant les auditions, M. Omégas et M. Bapt et moi-même avons constaté qu'il n'y avait plus de déni, ce qui avait été le cas dans cet hémicycle durant les dernières discussions, en particulier même au niveau gouvernemental. Alors je suis peut-être un petit peu plus pessimiste, les nouvelles conversions sont toujours des conversions assez particulières, mais je pense qu'il faut faire confiance à la conscience des utilisateurs. La vérité viendra des consommateurs. Et je pense qu'ils ont, eux, compris qu'il y avait un risque, et c'est là où même ceux qui sont les moins convertis dans le monde de l'industrie vont le devenir, ne serait-ce que pour commercialiser leurs produits. Nous avons parlé durant ces débats d'une chose essentielle, il s'agit du substituant. Un bon nombre d'entreprises ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet, nous le savons, avec efficacité, en particulier dans le domaine des biberons et de la toute petite enfance, avec efficacité comme Nestlé, qui est presque arrivé à une forme de perfection. D'autres travaillent depuis longtemps, et c'est pas tombé d'un seul coup. Ça fait 7, 8 ans qu'on en parle. Ça fait 1 an et demi que cette proposition de loi est en place, et il y a eu des beaux progrès. Il existe d'ores et déjà un certain nombre de substituants. 73, nous dit l'ANSES, d'autres que nous avons auditionnés, en particulier sur les récipients, les ustensiles de cuisine, d'autres dans le carton, qui sont d'une efficacité remarquable. Il y a eu du travail de fait, il y a des process industriels qui sont efficaces. Il serait ridicule de nier qu'il n'y a pas un certain nombre de difficultés, oui, pour un certain nombre de nos industriels qui demandent du temps. Alors, le solide, le liquide, l'acidité, les chaînes de production, le chauffage et l'exportation. Alors, c'est un problème, l'exportation, mais il est difficile, il me semble extrêmement difficile de déposer un amendement dans ce Parlement disant que nous interdisons une substance dans notre pays pour autoriser l'exportation dans les autres. C'est un problème d'éthique et de morale. Comment pouvons-nous dire, nous ici, députés français, que nous autorisons, entre guillemets, le petit empoisonnement des autres, alors que nous protégeons notre population? Cependant, l'exportation est un problème. Dans ma circonscription, et un certain nombre de députés ici présents ont le même problème, il y a 30-40% d'exportation. Je retourne le problème et je dis simplement que si nous sommes, nous, précurseurs, ici en France, nous aurons un bénéfice par rapport à ce travail qui sera fait d'abord dans notre pays. Et les entreprises exportatrices, parce que les Allemands, les consommateurs scandinaves, les consommateurs italiens vont vite comprendre que le bisphénol, c'est pas terrible. Et si nos entreprises réussissent en temps et en heure
à produire et à conserver l'ensemble de nos productions locales de manière à ce qu'il n'y ait pas de bisphénol, eh bien, je pense que ce sera plutôt un avantage, et plutôt un avantage par rapport à l'emploi et à nos entreprises. Après, les délais, le temps, etc., je pense que nous aurons le temps d'en parler durant le débat. Je voudrais louer aussi également le rapporteur pour son amendement, qui est extrêmement important. Le Premier ministre, lors de la conférence environnementale du mois de septembre, parlait clairement de ce problème. Il disait qu'il est hors de question de substituer un produit dont on sait qu'il est dangereux par un produit dont on ne sait pas s'il ne l'est pas ou s'il l'est. Un parlementaire, un législateur conscient ne peut remplacer un produit dangereux reconnu comme tel par un produit dont on ne connaît pas l'innocuité ou non. Donc Gérard Bapt a proposé un amendement et je pense que l'ensemble des parlementaires sont d'accord pour le soutenir. Le gouvernement rendra un rapport dans 1 an sur les substituants et leur éventuelle dangerosité ou non-dangerosité. C'est un amendement de responsabilité, c'est un amendement de santé publique qui semble aussi quelque chose d'essentiel, y compris pour les responsabilités ministérielles et gouvernementales. On ne peut pas faire signer n'importe quoi sans avoir de résultats potentiels, y compris pour les industriels, qui auront le temps aussi, par rapport à des difficultés éventuelles, d'arriver à un niveau d'innocuité et de résultats qui dépassera les délais strictement impartis par ce projet de loi. Voilà qui me semble essentiel. Je terminerai par une chose aussi. Le Sénat a proposé, par l'intermédiaire de Mme Joanneau, un certain nombre d'alinéas et d'amendements qui ne sont pas raisonnables. Gérard Bapt l'a dit, Madame la ministre, vous l'avez dit également, supprimer d'un trait de plume 80% du matériel médical dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, c'est une rupture complète de la chaîne de soins. Ça touchait même, et alors c'est quand même quelque chose de terrible, les poches de. Rien dit, moi. Ah pardon, quelqu'un avait tapé. Excusez-moi, Monsieur le Président, je pensais que j'avais été trop long. Mais l'horloge ne fonctionne pas, hein, je me permets de vous le rappeler. C'est pas la bonne. L'horloge de gauche. Vous avez le temps. Vous êtes tout à fait dans les temps, mon cher collègue, donc il n'y a pas de problème. L'horloge de gauche ou l'horloge de droite. L'horloge de droite fonctionne et l'horloge de gauche ne fonctionne pas. Voilà. Mais Madame Joanneau, je pense, a nettement exagéré par rapport à une liste beaucoup trop complète, non exhaustive. Par contre, l'amendement de Gérard Bapt qui touche sur les tubulures, sur les nourrissons, on sait qu'il y a un fabricant français qui sait le faire, et donc ça semble quelque chose de tout à fait légitime. Enfin, je terminerai par un grand espoir, parce que nous avons auditionné des chercheurs de Toulouse et de Montpellier qui travaillent. Il y a une chance pour une filière d'excellence française dans ce domaine, une véritable chance. On a parlé longtemps de la filière bois, etc. On peut remplacer le bisphénol artificiel par l'exploitation de la biomasse, les écorces, les aiguilles de pin, les tiges de maïs, les pépins de raisin, le tanin. Et dans le cadre de nos auditions, on nous a montré, ce rapporteur est témoin, la réalité en laboratoire de la confection de ce qui pourra être à l'avenir l'intérieur de nos boîtes de conservation. Il y a des brevets français qui ont été déposés. Maintenant, on attend le process industriel, mais il y a une véritable filière française qui peut se développer et qui peut être quelque chose de formidable. En résumé, je dirais simplement que le bisphénol, ce n'est pas l'arsenic, comme disait Madame la Présidente, ce n'est pas l'amiante, et j'en sais quelque chose. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, mais nous sommes dans le respect des choses. Et si je le compare à l'amiante, c'est le fameux comité permanent amiante qui, pendant 15 ans, a reculé l'interdiction. Ici, nous agissons dans le raisonnable, dans le raisonné, et je pense que ces débats vont permettre aux industriels de s'adapter de bonne manière et puis à la santé publique d'être protégée. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.